Oui, bonjour à tous. Effectivement, ça sera bien sûr un peu différent, puisque la notion d'addiction chez le tout petit enfant de moins de 3 ans est plus une question ouverte qu'une réalité clinique quotidienne. Alors, quand on parle du petit enfant, donc je parlerai du petit enfant, d'ailleurs dans le rapport, c'est ça, moins de 3 ans, c'est plus une réalité sociologique qu'une réalité psychologique, puisqu'à 3 ans, c'est l'entrée à l'école maternelle, et donc c'est une nouvelle vie pour l'enfant. Avant 3 ans, fondamentalement, il faut se souvenir qu'un enfant se construit avec sa famille, et ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que les familles changent. Alors, ce n'est pas un lieu commun, ça a été étudié par des sociologues comme François de Singly, et puis c'est une évidence pour les cliniciens, pour les enseignants, pour tous ceux qui sont au contact des enfants et des familles. Alors, ça change en quoi, ces familles ? D'abord, il y a un investissement dans la parentalité qui est devenu très important chez les jeunes parents, avec du bien et du moins bien. Vous êtes au courant qu'il y a une pression scolaire qui est de plus en plus forte et qui ne va pas s'en poser problème, mais pas à ces jeunes âges. Les séparations parentales qui sont facilitées, avec encore plus, maintenant les pères ont des droits, et donc du coup c'est très bien pour eux, mais ça complexifie aussi la gestion des séparations. Il y a un travail féminin qui est très bien aussi pour l'égalité des genres, mais qui change la configuration du couple, avec des diminutions des inégalités de genre, et le fait par exemple qu'il y a des congés de paternité, qui est quelque chose de très bien, avec une prise de conscience sociale sur le fait que la violence intrafamiliale existe et qu'elle est particulièrement délétère pour les enfants et pour les femmes. Donc voilà, les familles changent, et j'ai envie de dire globalement, elles changent pour le mieux. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à dire qu'autrefois c'était mieux, qu'autrefois les familles marchaient bien parce qu'il n'y avait pas le numérique, il n'y avait pas toute la complexité du monde occidental. Mais franchement, en prenant du recul, j'ai vraiment l'impression que les jeunes parents d'aujourd'hui sont de meilleurs parents que nous l'avons été. Voilà. Alors, donc ça c'est bien. Alors, le deuxième point, c'est, et chez le tout petit, en quoi le changement des familles va faire que c'est particulièrement important ? Eh bien parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais que le bébé humain naît prématuré. Il naît à 9 mois de gestation, et en fait, alors c'est une extrapolation, mais il semblerait qu'il devrait naître vers 18 mois, 2 ans. Alors pourquoi le bébé humain naît-il prématuré ? Il y a des hypothèses. La première, c'est que le détroit inférieur de la femme a un diamètre fixe, et que si on veut que l'humain ait un cerveau qui se développe beaucoup, parce que l'humain est performant du fait de ses capacités cognitives, de son fonctionnement psychique, ben, il faut qu'il naisse prématuré avec un cerveau, avec un crâne encore petit, pour que le crâne et le cerveau puissent continuer à se développer après l'accouchement. Et puis la deuxième explication, c'est le fait que le petit être humain a énormément à apprendre, et on apprend d'autant mieux qu'on est très jeune. Alors qu'est-ce que le nouveau-né a à apprendre ? Il a à apprendre d'abord que, eh bien, c'est bien quand on se sent dans un environnement en sécurité. Savoir que dans la vie, quand on va mal, il y a quelqu'un qui peut venir vous aider, c'est quelque chose qui fait que la vie est facile à vivre et qu'on aime être ensemble. Le sentiment de sécurité qu'apprend le jeune enfant, c'est un ciment de la société. Le deuxième point, c'est que le tout jeune enfant apprend la communication. Alors, il va apprendre à parler, bien entendu, ce qui est un miracle chez les mammifères et dans le monde du vivant. Mais au-delà de l'apprentissage verbal, des interactions verbales, il y a tout ce qui est interaction non verbale. Et on oublie que nous avons un langage non verbal extraordinairement sophistiqué. Il suffit que vous rentriez chez vous le soir, en 3 minutes, même en 30 secondes, vous voyez si votre compagnon à passer une bonne journée ou une mauvaise journée. Or ça aussi c'est extraordinairement important, c'est ça qui fait que nous aimons être ensemble, parce que nous nous comprenons mutuellement avec des micro-éléments sémiologiques extraordinairement subtils qu'il va falloir apprendre. Et comment l'enfant les apprend-il ? Eh bien en observant ses parents, quand ses parents sont avec lui. Quand on lui donne le biberon, on le regarde, on lui parle, on parle au tout petit bébé, alors qu'en principe il ne nous comprend pas. Et pourtant, on a raison de lui parler parce qu'il entend la prosodie de notre voix, il voit notre mimique, il fait une relation entre les deux, il voit comment son père et sa mère parlent, comment ils organisent leur gestuelle, et en faisant ça tous les jours, régulièrement, c'est un apprentissage qui fait qu'il devient lui aussi un expert dans la communication. Et vous avez remarqué, comme un enfant de 6 mois,
est redoutablement expert dans la compréhension de ce qui se passe entre son père et sa mère. Alors, qu'est-ce qui change aujourd'hui? Ce qui change aujourd'hui, on l'a vu, c'est que certains jeunes parents ont vécu leur adolescence sous le signe de la connexion et des images. Donc les réseaux sociaux comme Facebook existent maintenant depuis une dizaine d'années, ou plus ou moins, et donc les jeunes parents qui ont maintenant 23, 24, 26, 26 ans ont été sur Facebook quand ils étaient adolescents, et pour eux s'envoyer des SMS, des centaines de SMS par jour, pour eux c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Et puis de la même façon, maintenant, vous êtes dans le métro ou dans le RER, on regarde YouTube sur son téléphone. Donc les images et la connexion, c'est en permanence pour certains jeunes. Et bon, ben voilà, c'est la vie. C'est pas à nous de dire si le monde ça va dans des directions impossibles. Ils sont comme ça. S'ils sont bien dans leur vie comme ça, eh ben tant mieux. Même si c'est vrai que ça nous choque de voir des jeunes couples à table au restaurant en train de parler, d'envoyer des SMS aux copains en même temps, on se demande comment ils vivent, mais c'est leur problème. C'est leur problème. Alors, où est le problème? Ben, le problème, c'est que ils sont pareils avec leurs enfants, c'est normal. Vu qu'on est tous à regarder des images, on est tous à envoyer des SMS, quand je suis avec mon enfant, j'envoie des SMS et puis je le mets, je lui donne une tablette et puis comme ça en plus c'est bien, il sera connecté d'emblée, il connaîtra les images d'emblée et puis comme ça sera un super héros, ça sera un super connecté plus tard. Alors le problème c'est que d'abord lui, il n'a pas son mot à dire. C'est qu'on ne lui demande pas si être connecté et être en face des images, si c'est ça qu'il a envie. Et ça c'est un vrai problème. Donc nous aujourd'hui devons parler à sa place. Et bien sûr, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que, a priori, tel qu'on comprend la psychologie du développement, en fait, c'est pas ça dont il a besoin. Ce dont il a besoin, c'est d'être avec ses parents vraiment. C'est de les voir, de les entendre. Et du coup, en plus, on a des collègues cliniciens qui commencent à dire qu'ils voient en consultation des jeunes, des tout jeunes enfants, qui ont un retrait social, qui présentent de l'irritabilité, de l'agressivité. Les enseignants s'en plaignent un petit peu. Et quand on creuse, on se rend compte qu'il y a des niveaux d'exposition aux images et que les parents sont connectés à des proportions qui sont considérables. Alors heureusement, ces phénomènes régressent en général, quand on arrête l'exposition aux écrans. Donc, il y a un problème qui se pose aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? La première chose que vous me direz, c'est est-ce qu'il y a des preuves scientifiques pour dire que ça existe réellement ou est-ce que c'est un fantasme de cliniciens et d'enseignants qui ont peur de tout, y compris de la nouveauté? Non, il n'y a pas de preuves scientifiques que ce phénomène existe. Alors on va dire, mais c'est pas possible parce que c'est trop compliqué. C'est pas vrai. Je suis sûr que l'on aura des données scientifiques dans quelques années qui viendront étayer ou ne pas étayer ce phénomène. Nous avons en France des cohortes épidémiologiques qui commencent dès que les femmes sont enceintes avec des effectifs considérables. C'est des investissements qu'on a faits qui sont de bons investissements. Il suffira de poser les bonnes questions dans ces études et nous aurons, moyennant quelques efforts méthodologiques, des réponses à ces questions. Mais en attendant d'avoir les réponses, vous savez, en médecine, on a l'habitude de ne pas avoir suffisamment de données pour savoir ce qu'il faut faire avec nos patients. C'est juste la réalité. Ce qu'on sait, c'est que ça s'appelle de la pharmacovigilance. Quand on s'intéresse aux effets indésirables des médicaments, on n'attend pas d'avoir une preuve qu'ils font du mal à nos patients pour s'en préoccuper. C'est une évidence. La preuve qu'il faut pour savoir qu'on fait du bien, c'est pas la même chose que la preuve qu'il faut pour savoir qu'on fait du mal. Et donc aujourd'hui, nous avons quand même des arguments psychologiques et psychopathologiques en faveur du fait qu'il se passe parfois des choses pas top et que si jamais ça concerne des enfants qui ont une vulnérabilité biologique, sociologique, culturelle, etc., l'ensemble peut faire potentiellement que ça se passe mal. Donc il y a une plausibilité théorique et il y a un signal de lanceur d'alerte. Donc nous devons nous préoccuper de cette question. Alors on va dire c'est du principe de précaution, il y en a marre, c'est pas du principe de précaution, c'est du principe de préoccupation. Et puis ça sert à rien aujourd'hui
de hurler, de dire il faut que les femmes allaitent, etc. Il faut élever les enfants selon des standards complètement normés, et c'est très bien, mais si à côté, il y a une ouverture aux écrans qui est complètement disproportionnée et qui fait que tout ce qu'on fait en bien serait négligeable par rapport à ce qu'on ne ferait pas. Alors du coup, je termine là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, je crois qu'il faut revenir, vous savez, quand des parents tout jeunes ont leur premier enfant, ou même leur second, on dit que c'est un heureux événement, et on les félicite, et qu'est-ce qu'ils doivent être heureux d'avoir enfin leur enfant. Alors, c'est vrai que c'est fantastique, mais c'est vrai aussi que c'est des moments très difficiles. C'est des moments très difficiles où il y a une rupture de l'existence. Premier enfant, c'est la vie sociale qui s'effondre. Aller au restaurant, au cinéma, ça devient très compliqué. Voir des amis, ça devient très compliqué. Et c'est un deuil pour beaucoup de jeunes parents. Et donc, la tentation, par moment, quand on craque, avant c'était la télé, maintenant c'est de prendre une tablette et de mettre la tablette. Et puis voilà, comme ça il va apprendre. Et nous, on va être enfin cool. Donc, d'accord, c'est difficile d'être parent. D'accord. Et puis, de la même façon, les jeunes parents se disent, un enfant, ça prend du temps, j'ai plus de temps pour moi, comment je vais me débrouiller ? De toute façon, comme j'ai l'habitude de faire plusieurs choses en même temps, puisque les jeunes font plusieurs choses en même temps, il suffit de les avoir en cours, ils font plusieurs choses en même temps, et c'est comme ça. Eh bien, ils font plusieurs choses en même temps quand ils ont leurs enfants. Et il donne le biberon avec un bras, comme ça, en tenant l'enfant, et puis de l'autre, ils envoient des SMS. Et je vous dis ça, c'est pas une blague, c'est que j'ai entendu un matin à la radio un homme ou une femme politique, pour ne pas discriminer, qui disait très fier, je donnais mon biberon hier matin, etc. Et puis j'entends un truc, et vite j'ai envoyé un tweet pour dire que ça déconnait, etc. Et là, non. Quand on donne un biberon à un enfant, on n'envoie pas de SMS ou de tweet. Alors, vous pouvez le faire une fois, vous avez un gros problème, vous êtes obligé de le régler, vous le faites, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais si ça fait partie de votre vie, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, la conclusion, c'est quoi ? La conclusion, c'est très simple. Quand vous êtes avec vos enfants, quand ils sont tout jeunes, il faut vraiment être avec eux. Alors ça, c'est peut-être nouveau pour certains jeunes parents, parce qu'on a l'habitude d'être avec plein de personnes en même temps. Eh bien, avec un enfant, c'est pas pareil. Il faut être vraiment avec lui. Quand vous lui donnez le biberon, il faut être vraiment avec lui. Ça lui fait du bien, et ça nous fait du bien à nous aussi. Merci pour votre attention.